Qu'est-ce que tu penses des actions de Hugo Chavez? A priori, je trouve ça vraiment très intéressant, un laboratoire de démocratie très intéressant. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui m'envoient des mails outrés parce qu'ils trouvent que je suis désinformé sur le... Ils trouvent que je suis désinformé sur le Venezuela, qu'en fait c'est un tyran, qu'il est corrompu, que c'est un démagogue. Peut-être, il faut me le démontrer. Plus que le bonhomme, moi ce que je regarde c'est les institutions. Pour dire si on a affaire à une démocratie, je regarde les institutions pour voir si le peuple a le moyen de se défendre contre des abus de pouvoir ou pas. Et dans les institutions du Venezuela, il y a 4 référendums d'initiative populaire. Un référendum abrogatoire pour abroger une loi qu'ils ne veulent pas. Un référendum législatif pour imposer une loi qu'ils veulent. Un référendum révocatoire pour virer quelqu'un dont ils ne veulent plus, y compris le président. Et ça fonctionne ces trucs-là. Hein. Il y a déjà eu ce référendum contre Chavez, 2 fois je crois, et au moins une fois, je suis sûr. Donc ils ont été suffisamment nombreux pour déclencher le référendum, mais pas assez nombreux pour le gagner. Donc le peuple a dit non, non, on veut le garder. Pour moi c'est un signe de démocratie, ça quand même, la possibilité de virer le mec et ou de changer des lois ou d'imposer des lois. Et puis ils ont un 4e référendum d'initiative populaire, mais vraiment d'initiative populaire, pas comme la saloperie que nos élus en France. Vous savez qu'il y a 2 ans ou l'année dernière, les élus français ont écrit dans la Constitution, parce qu'ils changent eux-mêmes la Constitution. C'est complètement incroyable, c'est pas eux de le faire, mais bon, il se trouve que c'est vraiment de l'abus de pouvoir absolu. Ils ont mis dans la Constitution un truc qu'ils appellent référendum d'initiative populaire, dont l'initiative est parlementaire. Vraiment, il manque pas d'air. Vraiment, il manque pas d'air. Ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Vraiment, ils nous prennent pour des cons, mais on est des cons, parce que les journalistes appellent ça... vous voyez, nous, on a le référendum d'initiative populaire, tout fièrement, alors que c'est un référendum d'initiative parlementaire. Le peuple, en France, n'a pas du tout l'initiative de rien du tout, de rien. Et donc, je reviens au Venezuela, je vois ces institutions dans lesquelles il y a une initiative populaire plus forte encore qu'en Suisse, qui est défendue. Ça me paraît un marqueur, un critère fort. Pas suffisant peut-être, parce que par exemple la constitution de 1936, la constitution de Staline, était une assez belle constitution. Et pourtant elle était complètement trompeuse, parce qu'en fait les vrais pouvoirs étaient ailleurs que dans cette constitution, et Staline était un tyran. Donc la constitution, ça peut être trompeur. Mais moi ce que je vois dans les institutions de Chavez, c'est que le référendum révocatoire, il a fonctionné. Donc c'est pas si trompeur que ça fonctionne. Alors, ça ne suffit pas pour juger le pays, hein, mais je vois qu'il utilise là... Je vois que, par exemple, sur le référendum d'initiative populaire, il y a des seuils très importants pour déclencher. C'est à 20%, donc il faut être un très grand nombre de personnes pour déclencher un référendum. C'est beaucoup trop, 20%. Ça, c'est pas satisfaisant dans la constitution du Venezuela. En Italie ou en Suisse, c'est 1 ou 2% de la population qui peut déclencher le référendum. Donc c'est bien plus raisonnable. C'est très peu de gens qui peuvent déclencher. Donc pas voter, déclencher le référendum, il suffit d'une poignée. C'est bien mieux, c'est ça qu'il faut. Nous, il faudrait que ça puisse être déclenché. Donc il y a à redire. Et probablement Chavez va-t-il changer si ce n'est pas déjà fait. C'est-à-dire que le pouvoir corrompt. Et même les gens bien au départ, s'ils gardent trop longtemps le pouvoir, ils vont changer. C'est presque une loi physique. Donc Chavez, malheureusement, même si je pense qu'honnêtement on peut dire qu'il défendait son peuple au début, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y a un moment où il va être à la recherche du pouvoir pour le pouvoir, il ne va pas être capable de laisser la place. Donc je suis prudent et en même temps je trouve qu'un gars qui utilise la rente du pétrole pour alphabétiser son peuple, et en se bagarrant contre une corruption éhontée de son administration qui freine des cas de fer, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire des administrations parallèles pour que ses décisions soient exécutées. Il a contre lui pratiquement, pas tous les médias, mais les 3/4 des médias sont violemment hostiles. Il les appelle au meurtre à la principale chaîne qui est privée. Si c'était un tyran, en général dans les pays tyranniques, les tyrans ne laissent pas appeler au peuple contre eux, en général. Et donc, on aura du mal à me faire croire qu'il est tyrannique, vu l'état de l'opposition violente qu'il y a contre lui, et qu'il laisse faire.
Vous savez qu'il y a eu un coup d'État financé par la CIA, complètement américain, quoi, hein, donc contre lui, et il a été emprisonné. Et le peuple est descendu dans la rue pour demander sa libération, mais des millions de personnes pour le libérer. Et donc les insurgés, ceux qui avaient fait le coup d'État, ont reculé et l'ont libéré. Ensuite de quoi, comme la principale télé qui avait une concession de service public avait appelé au meurtre de Chavez tous les jours. Au moment de renouveler la licence, Chavez il a dit votre licence on ne vous la renouvellera pas. Je pense qu'on aurait fait la même chose en France, tout naturellement. C'est pas excessif du tout d'imaginer que si TF1 appelait au meurtre de Sarkozy, je pense qu'au moment de renouveler la licence, Sarkozy aurait dit vous êtes gentil mais votre licence vous l'aurez pas, on la renouvellera pas. Et on ne traiterait pas Sarkozy de facho pour ça. Ben, c'est ça qui s'est passé au Venezuela. Et ben, regardez ce qu'a écrit Le Monde comme saloperie là-dessus. Le journal de Monde. Hein. Regardez ce qu'il a écrit comme saloperie parce que Chavez ne voulait pas renouveler la télé. Il ne faut pas oublier que la télé en question, elle a violemment, est violemment contrevenue à ses obligations de service public. Le Monde a complètement oublié de le dire, quoi. Donc c'est très très partisan. Le point de vue du Monde, de notre journal Le Monde sur Chavez, me paraît extrêmement partisan, pas du tout impartial. Je pense les journalistes du Monde eux-mêmes se rendent pas compte qu'ils n'ont qu'un interlocuteur, ils n'ont qu'un envoyé spécial ou un ou deux qui se font le relais de la propagande à Miami ou ailleurs de l'opposition chaviste, anti-Chavez. Et donc ils sont intoxiqués. Tous les jours, on leur parle de Chavez comme un tyran. Ils croient sincèrement que Chavez est un tyran. Je pense que c'est plus compliqué que ça. J'ai bien des signes que Chavez n'est pas un tyran, ne serait-ce que la liberté d'expression qui règne dans son pays. Qu'est-ce que tu penses justement de ses dernières actions, la sortie du FMI, ce qu'il fait avec l'or? Très bien, ça, on devrait tous faire ça. C'est des signes d'indépendance, ça. Ça explique d'ailleurs l'animosité, les calomnies. On va bientôt lui faire la guerre, c'est sûr. C'est prévisible que l'Empire va lui faire la guerre. C'est prévisible. Bon, ben, l'Empire, il a d'autres chats à fouetter. Il y a l'Iran, la Syrie, la Libye. Il y a une courte vidéo assez intéressante d'une pointure américaine, un général d'armée, je crois qu'il est général, qui explique comment, quelques jours après le 11 septembre, il a reçu une note du ministère de l'Élysée, enfin l'Élysée américain, qui expliquait qu'ils allaient faire la guerre à 7 pays. Le général dit comment c'est de la guerre à 7 pays, pourquoi? On ne sait pas pourquoi, mais on va leur faire la guerre parce qu'on peut le faire. Et alors la liste, la voilà. Et il y avait l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen, la Libye, l'Iran. Étonnant, hein? Tous les pays qui sont passés à la casserole, et puis ceux qui vont y passer, quoi. L'Iran va y passer, c'est dans les plans. Et c'est pas un anarchiste qui le dit, c'est une huile de l'armée américaine. Et à la télé, hein, enfin, je veux dire, on peut vérifier, quoi. Et donc, dans le plan en question, il n'y a pas Chavez. Mais pourtant, quand on regarde, c'est un résistant à l'Empire redoutable. Hein. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut anticiper et programmer que sûrement Chavez va avoir des ennuis. On va lui faire des troubles on va lui provoquer des troubles sur une frontière. On va l'exciter, l'énerver, lui envoyer des roquettes, des bombes, des machins, et quand il va se défendre, on va dire qu'il y a une agression, et en réaction à cette agression, on va envoyer les alliés, on va envoyer l'OTAN, quoi, hein, les troupes de l'Empire. Et je vois pas comment. Alors, c'est moins grand, peut-être moins fort que l'Iran. Hein. Je sais pas s'il résistera. Puis c'est tout près, hein, des États-Unis. Bon, là, de toute façon, la prospective, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je trouve qu'il y a un laboratoire démocratique enthousiasmant en Amérique latine. Enthousiasmant, quoi. Hein. Ils écrivent leur constitution. La constitution du Venezuela, elle sert à alphabétiser les gens. C'est-à-dire que les millions de personnes à qui il apprend à lire, il leur apprend à lire avec leur constitution. Petit texte qu'ils ont avec eux, les enfants, ils apprennent à lire
Donc après ça, on peut le tuer, Chavez, mais eux, ils savent que ce qui les défend, c'est leur constitution. Mais moi, ça me plaît bien, hein, vous imaginez bien que ça correspond bien à mon travail, quoi, hein. Faire des citoyens les défenseurs de leur régime, de leur organisation sociale, par la Constitution, en leur apprenant à lire la Constitution, en leur apprenant à connaître et à défendre eux-mêmes leur Constitution, qui est un texte simple, qui les défend sur l'essentiel. Je trouve ça vachement séduisant, moi. Et justement, pour arriver à ton idée du tirage au sort, là, ils ne le pratiquent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas une figure, pourquoi pas, on parle de Chavez, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une figure en France? Est-ce que les gens n'ont pas besoin d'être séduits par quelqu'un qu'ils peuvent suivre? Alors, à mon avis, les riches, ils savent très bien ce qu'ils ont à perdre au tirage au sort. Les riches et les élus des riches. Ça fait 2500 ans qu'ils ont compris. Pendant 200 ans, ils ont eu le tirage au sort à Athènes. Et pendant 200 ans, il y a les plus grands esprits, les philosophes, les Platon, Aristote, qui ont bavé sur la démocratie, qui ont dit pique-pendre contre la démocratie, et qui ont bien expliqué, en long, en large, en travers, que le cœur du truc, c'était le tirage au sort. Et donc, à mon avis, après 200 ans de gouvernement des pauvres, les riches ont bien compris ce qu'ils avaient à perdre au tirage au sort. Et c'est, à mon avis, la bonne raison pour laquelle on ne pratique plus du tout le tirage au sort. C'est parce que les riches savent très bien qu'il n'en est plus question. Et que les pauvres ont oublié, parce que nous, on est incultes. L'histoire des hommes, c'est beaucoup de choses à apprendre, hein, et il y a tellement de choses à apprendre. Pourtant, ça, c'est absolument stratégique. Je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre. Ça ferait partie du tronc commun, je crois. Ce qu'était la démocratie, l'importance de la Constitution, l'importance du processus constituant, notre rôle individuel dans la protection de la démocratie, la vraie, ça devrait faire partie du tronc commun d'une école démocratique. Et donc, les élus et les riches, ils savent très bien ce qu'ils ont à perdre au tirage au sort. Ils vont tout perdre. Ils vont perdre tous leurs privilèges. Toutes les sociétés secrètes, pareil. Elles vont perdre Quand elles vont perdre l'élection avec la capacité d'acheter les élus par la campagne électorale, les sociétés secrètes, comment elles vont faire? Il va leur manquer des pièces maîtresses dans leur pouvoir occulte. Donc il y a plein d'acteurs qui aujourd'hui sont ultra dominants, qui perdraient tout avec le tirage au sort. Et qui perdraient tout avec la vraie démocratie. Donc s'il y a une figure qui émerge, et qui, à mon avis, deviendrait rapidement très populaire, parce que les gens comprennent vite, hein, ce que je leur dis là. Les gens comprennent vite ce que c'est qu'une vraie démocratie. Ils comprennent vite l'arnaque quand on explique, quoi. Hein. Quand c'est pas un élu qui explique, on comprend vite, quoi. Les élus, eux, ils comprennent pas. Bizarrement. Mais en tout cas, les gens comprennent vite. Et s'il y avait une figure, ben, je pense qu'elle se ferait assassiner. Enfin, elle aurait un accident. Et on serait à poil. Donc, mon idée virale, elle est meilleure, je crois. Si on est des millions à vouloir le tirage au sort en politique, c'est-à-dire la procédure qui rend possible la démocratie, la vraie, la seule procédure qui rend la démocratie possible, la vraie, si on est des millions à le vouloir, c'est beaucoup plus compliqué de corrompre ou de tuer des millions de personnes. Et ça paraît plus prometteur, ça paraît plus crédible, plus malin. En plus, c'est compatible avec... c'est rendu possible par l'Internet. L'Internet, après que l'imprimerie nous ait donné le droit de lire, mais on n'avait pas le droit d'écrire, il y avait une maîtrise des outils de production de l'écrit qui faisait que les gueux, les pauvres, les manants, nous, là, les gens normaux, on ne pouvait pas écrire. L'Internet nous donne, et c'est une révolution majeure, hein, comme de même niveau que l'imprimerie. Qu'est-ce qui faisait cette comparaison? Je ne sais plus. J'ai lu ça, je trouve que c'est une bonne idée. L'Internet nous donne donne au peuple le droit d'écrire. La liberté d'écrire. Ça, c'est majeur. Hein, majeur. Alors, est-ce qu'on saura s'en servir? Est-ce qu'on saura faire le tri dans sûrement la merdasse, la pollution que les riches vont pas tarder à nous mettre sur Internet pour qu'on puisse plus reconnaître nos petits? C'est facile de polluer, hein, l'Internet, avec des leurres, quoi, hein. Des leurres, des fausses nouvelles, des faux drapeaux, des antifas qui sont en fait des défenseurs du système, par exemple.
des antifas, vraiment, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est choquant quand même. Des antifas sont des gens qui défendent le système. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, attaquer le système sans être traité soi-même de fasciste. Ça n'a pas de sens. Pour raccrocher. Décrocher, raccrocher. 7 heures, c'est de la pub. Les antifas sont, enfin ceux que j'ai vus là, ceux qui sont pris à moi en disant que j'étais fasciste, c'est quand même extravagant, prétendent que on ne peut pas, enfin tous ceux qui dénoncent un complot quel qu'il soit, relèvent d'une idéologie d'extrême droite. Ça me paraît le comble de la sottise. Je n'imagine pas qu'on puisse raisonnablement, que quelqu'un d'intelligent puisse dire une chose pareille en le croyant. Il y a plein de gens de gauche qui ont dénoncé les complots des riches. Enfin, l'histoire est faite de ça. Et dire que tous ceux qui dénoncent des complots sont d'extrême droite, c'est le comble de la bêtise. Mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense pas qu'ils soient aussi bêtes que ça. Je pense qu'ils sont pas bêtes, ils sont comme n'importe qui, ils sont ni bêtes ni... Mais par contre, ils ont un autre intérêt, ils ont un autre plan, il y a autre chose derrière. Ils cherchent... Qu'est-ce que ça a comme effet objectif d'avoir une thèse aussi idiote? Dire tous les dénonciateurs de complots sont d'extrême droite. Dire une bêtise pareille, ça entraîne quoi? Ça entraîne qu'on ne peut plus dénoncer des complots éventuels. Ou bien on prétend qu'il n'y a jamais de complot. Alors là, c'est plus con que con, là, c'est vraiment plus con que la moyenne. Il y a évidemment des complots, enfin quand même, on ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas plus jamais aucun complot. On nous prend pour des cons, quoi, là. Enfin, non. Et donc, si on ne peut plus dénoncer de complot sans être d'extrême droite, un dangereux fasciste antisémite, enfin, n'importe quoi, quoi. Les défenseurs de cette thèse absurde sont objectivement, je ne sais pas si c'est conscient ou non, s'ils le font exprès ou s'ils s'en rendent pas compte, mais ça en fait les défenseurs du système, de l'Empire, quoi. Des chiens de garde de l'Empire, qui s'appellent Antifa, ils peuvent bien s'appeler comme ils veulent, mais n'importe quel cerveau normalement constitué se rend bien compte que ces soi-disant Antifa, de fait, protègent le système, puisqu'ils interdisent de dénoncer les abus du système, de dénoncer les complots. Donc, les démocrates, les authentiques démocrates qui cherchent à établir une démocratie digne de ce nom, vont avoir contre eux, bien sûr, les élus, qui sont profondément antidémocrates, qui ne veulent pas de la démocratie, évidemment, puisqu'ils veulent avoir, eux, le pouvoir, c'est qu'ils ne veulent pas que le peuple l'ait. Ils veulent tout décider à notre place, ça c'est sûr. Et puis, ceux qui arrivent à donner le pouvoir à ces gens-là, en finançant leur campagne électorale, donc on aura aussi contre nous les riches, les très riches, donc, y compris les ultra-riches, donc, qui sont ceux qui financent les fachos, hein, donc les systèmes totalitaires, anti-républicains. On va avoir ces gens-là, puis on va aussi avoir tous les faux nez, tous les faux drapeaux, tous les gens qui se prétendent de gauche et qui tapent contre les démocrates, qui tapent sur les démocrates. Et on va avoir aussi probablement les gens des partis. Puisque si on est démocrate, on dit c'est nous qui décidons, c'est plus les partis. Que les partis, c'est bien beau les partis. Moi j'ai plein de copains dans les partis, mais évidemment pour gagner les élections, donc c'est normal. Mais ils comprennent mon idée de démocratie et ça les choque pas. C'est ceux qui sont à la tête des partis qui vont. Donc on va avoir contre nous tous les chefs de parti. Les chefs de parti ne vont pas être d'accord pour la démocratie. Donc ça fait beaucoup de gens puissants, et puis toutes les sociétés secrètes aussi vont être contre l'idée du tirage au sort et de la vraie démocratie. Donc autant vous dire que l'idée, elle ne va pas se répandre sans obstacle. Mais bon, elle est forte, je crois qu'elle est forte. Il faut faire de son mieux. Il faut être viral. Si vous avez compris, il ne faut pas vous contenter d'avoir compris, il ne faut pas seulement rentrer chez vous avoir compris, il faut essayer d'expliquer à 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30. Plus vous arriverez à en convaincre, et pas seulement en convaincre en ayant compris, mais convaincre d'être à son tour un virus,
pour à son tour convaincre, il faut qu'on soit actif, quoi. Bah, si vous le faites, bah, ça changera. Il se passera quelque chose. Je pense qu'il se passera quelque chose. C'est un joli mot de la fin. Merci. À la prochaine fois. Avec plaisir.